Très bien. Merci d'être là ce soir dans cette première séance de notre formation maîtriser la comptabilité. Donc aujourd'hui, on va commencer avec une présentation de la formation pour savoir exactement qu'est-ce qu'on va faire durant toute cette formation, comment on va procéder, quelle est la méthodologie qu'on va utiliser durant toute la formation. Comme ça, les choses ils seront claires dès le début. Et par la suite, donc si on trouve encore de temps, on va commencer donc avec la première norme relative aux immunisations corporelles. Voilà, donc on va commencer par le plan de la formation, la méthodologie de la formation. On va voir aussi les bases de l'organisation comptable, aussi quelques conseils de bonne pratique, les fonctions Excel à maîtriser et quelques bonnes pratiques donc qu'on va les citer. Voilà le plan comptable le plan de notre formation. Donc on va commencer avec l'organisation comptable qu'on va voir aujourd'hui un peu. Par la suite, on va commencer module par module. Quand j'ai dit module par module, c'est-à-dire on va commencer les rubriques, ou bien les modules de bilan et de l'état de résultat. D'accord? Bilan et état de résultat. Et là, en fait, quand on va étudier, par exemple, les immobilisations corporelles, on va voir tout ce qui est comptes qui sont liés aux immobilisations corporelles. Comme ça, on aura une vision globale, tout ce que ça peut toucher, donc les immobilisations. La même chose pour les stocks, la même chose pour les autres comptes les autres, c'est-à-dire les autres rubriques de bilan. Donc, on va commencer donc, le bilan, on va commencer par l'actif tout en haut. Donc, on va commencer par les immobilisations corporelles, incorporelles, financières, les autres immobilisations. Par la suite, on va descendre donc, à tout ce qui est actif courant. On va voir donc, le stock, le compte de client, les autres débiteurs divers. Et par la suite, on va voir la liquidité équivalente de liquidité. Une fois que nous avons terminé donc, notre actif, on va passer aux capitaux propres et passifs. On va voir donc les normes, tout ce qui concerne les capitaux propres, tout ce qui concerne l'augmentation de capital, tout ce qui est prime de fusion, prime de démission, tout ce qui compte de réserves, donc les différents types de réserves, les réserves obligatoires, les réserves facultatives, les réserves d'ordre plutôt fiscal. On va voir par la suite tout ce qui est passif. Passif, on va commencer par les passifs non courants, tout ce qui est emprunt. Aussi au niveau des capitaux propres, on va voir aussi les subventions. Donc, au niveau des passifs non courants, on va voir les emprunts à long terme. Et par la suite, on va voir donc les passifs courants, dont les comptes de fournisseurs, les emprunts, c'est-à-dire les, les parties donc, qui sera échues dans l'année des emprunts, ainsi que les autres créditeurs divers. Et comme je vous ai dit, lorsqu'on touche un compte d'actif ou bien de compte de passif, on va voir au même temps les comptes de charges et de produits relatifs donc à ce compte-là. Donc voilà, donc on va faire donc la tour de tous les comptes comptables. On va finir donc par tout ce qui est module de paie, module tout ce qui est impôts et taxes, les travaux de fin d'exercice, de comment clôturer donc notre travail comptable, et aussi on va voir tout ce qui est des comptes fiscaux, c'est-à-dire la préparation de résultats fiscaux, détermination de résultats fiscaux à partir de résultats comptables, c'est-à-dire, je vous explique les techniques utilisées de déduction, de réintégration de certaines charges et déduction de certains produits qui sont exonérés. Donc, c'est ça notre plan de formation. Donc, on va travailler donc, module par module. Donc, chaque module qu'on va étudier, on va le voir. Comment ça va être réparti? Donc, comme vous le savez, donc, si vous voulez vraiment maîtriser donc, la comptabilité, vous devez absolument maîtriser les normes. Donc la comptabilité ne se limite pas aux techniques comptables. D'accord? Et d'ailleurs, surtout aujourd'hui, avec la notion de tout ce qui est normes internationales, donc avec la complexité qui se trouve dans les normes internationales, vous ne pouvez jamais les appliquer sans maîtriser les normes. Et donc là, on va accorder une importance donc aux normes. Donc toujours, chaque module qu'on va étudier, on va étudier tout d'abord la norme qui est relative à ce module-là. Donc on va explorer la norme, on va la détailler, on va la décortiquer.
Et par la suite, deuxième étape, c'est les techniques comptables. Donc, chaque fois où il y en a des écritures spécifiques donc à ce module-là, donc on va l'appliquer, on va faire des exercices, on va faire les écritures comptables relatives donc à chaque opération. Donc ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie, tout ce qui est outils extra-comptables et checklist de contrôle. Donc, ce sera surtout des outils extra-comptables pour s'assurer que notre comptabilité ou bien les travaux comptables que nous avons réalisés sont corrects et sont conformes, par exemple. Donc là, on va rapprocher, par exemple, pour les immobilisations, on va voir donc les acquisitions, les scissions, le tableau d'amortissement, les travaux réalisés après l'acquisition, le calcul de coût initial et ainsi de suite. Donc, c'est tout ce qui est travaux de conformité donc à la norme et aussi des travaux de rapprochement, de rapprochement de plusieurs sources d'informations pour s'assurer que notre comptabilité elle a été correctement établie. Et d'ailleurs, ce sont des outils d'audit comptable, d'audit financier. Donc, ce sont des outils de commissaire aux comptes, d'auditeur. Quand il va auditer les comptes, comment il va procéder. Donc, nous, ici, dans cette formation, on va apprendre ça aussi pour que ça nous permet en fait de se préparer à tout ce qui est travaux d'audit et le faire en fait pratiquement donc le travaux d'audit avant le passage de commissaire au compte. Et de cette façon, le passage de commissaire au compte ou bien l'auditeur, ce sera un passage très fluide, donc qui ne nous fait pas perdre du temps. Et d'ailleurs, en fait, s'il y en a une incohérence ou bien des erreurs, c'est nous-mêmes qui vont les détecter. D'accord? Donc, notre méthodologie de formation va se baser sur trois grands volets. Donc, chaque fois, chaque norme qu'on va étudier, on va commencer, chaque module qu'on va étudier, on va commencer par la norme explicative, on va le décortiquer, on va la détailler, on va la bien comprendre. Par la suite, on va voir tout ce qui est technique comptable, et ça, c'est durant en fait l'explication de la norme. Et on aura toujours donc les outils extra-comptables qui vont nous permettre vraiment de s'assurer que nous avons fait le travail correctement. Donc, ce sera toujours de cette façon. Quand je parle de normes comptables, donc pratiquement chaque norme elle est divisée en général sur 5 parties en général. Donc, chaque norme, vous allez trouver ces 5 grandes parties. Vous allez trouver le champ d'application, donc c'est-à-dire cette norme où elle s'applique. Et aussi, donc, si on parle de champ d'application, on va parler aussi de tout ce qui est exclusion. Donc, chaque norme euh, au début, on va trouver son champ d'application. Elle va vous dire que cette norme s'applique à telle, à telle, et telle, et telle, et telle, et telle. Et aussi, cette norme ne s'applique pas expressément à telle, et telle, et telle, et telle situation. D'accord? Et ça, c'est très important à maîtriser les champs d'application. Parce que, en maîtrisant le champ d'application, donc on va savoir laquelle des normes, elle s'applique dans chaque situation. C'est-à-dire, avant de se lancer dans les critères de reconnaissance, dans l'évaluation, dans la comptabilisation de l'opération, tout d'abord, il faut connaître quelle est la norme qui s'applique dans cette situation. Est-ce que c'est la norme immobilisation? Est-ce que c'est la norme location? Est-ce que? Donc, c'est quelle norme qui s'applique avant de se lancer et passer à une écriture ou bien passer donc, aux critères de reconnaissance ou bien à l'évaluation. Donc, la première des choses, c'est les champs d'application. Et comme je vous ai dit, vous allez trouver pour chaque norme qu'est-ce qui est inclus et qu'est-ce qui est exclu. D'accord? Donc, ça, c'est la première composante de chaque norme. Deuxième, et ça même la structure en fait des normes internationales de IFRS, nous en fait, on va utiliser les normes tunisiennes, les normes comptables tunisiennes. Ce sont des normes inspirées, ce sont des normes simplifiées, inspirées des normes internationales. C'est vrai, ce n'est pas la totalité de la norme qui a été adoptée, mais vraiment une bonne partie, et c'est simplifié. Donc, ça a été un passage obligatoire, donc pour ne pas vraiment entrer directement dans les normes internationales qui contiennent beaucoup de détails, c'est un peu difficile à appliquer et mettre en place pour des sociétés, des petites et moyennes sociétés qui n'ont pas les moyens, ils ne sont pas vraiment habilités et capables de mettre en place les normes internationales. Donc c'est comme un passage, donc momentané,
le temps à ce que les sociétés se préparent pour les normes internationales. Mais ils sont très proches. Ce sont des normes qui sont inspirées des normes internationales et aussi ce sont des normes qui sont vraiment très proches de tout ce qui est normes, donc normes africaines, normes WADA. Donc, c'est pas vraiment il n'y a pas vraiment de divergence significative. Donc, on va trouver les champs d'application. Deuxième partie de chaque norme, ce sont les critères de reconnaissance. Critères de reconnaissance, c'est-à-dire quelles sont les conditions que vous devez valider, vous devez vérifier pour dire qu'il s'agit, par exemple, d'une immobilisation corporelle. Donc, pour chaque norme, parlons d'une immobilisation corporelle, donc vous allez trouver des conditions. Voilà, pour reconnaître que tel bien est une immobilisation corporelle, deux conditions à valider. Et deux conditions, trois conditions. Donc, chaque norme, vous allez trouver des critères, ce qu'on appelle les critères de reconnaissance. Donc, des conditions à valider pour classer cet élément-là comme étant, par exemple, une immobilisation corporelle ou incorporelle ou financière ou stock ou autre. D'accord? Donc, ça aussi, donc, c'est une partie fondamentale de chaque norme. Troisième partie de la norme, des normes, vous allez trouver la partie évaluation. C'est bon. On a trouvé cet élément-là, c'est la norme d'immobilisation corporelle qui s'applique. On a vérifié les critères de reconnaissance, c'est bien. Donc, il s'agit bien d'une immobilisation corporelle. Maintenant, cette immobilisation corporelle, comment on va l'évaluer? C'est-à-dire, pour quel coût on va la constater en comptabilité? Et là, la norme, elle va détailler l'évaluation. Donc, quels sont les coûts qui sont inclus? Quels sont les coûts qui sont exclus de l'évaluation donc de cette immobilisation, par exemple. D'accord? Donc ça aussi, c'est une partie très importante et que le commissaire au compte d'ailleurs, donc parmi les choses, donc qu'il vérifie, qu'il s'assure que l'entreprise elle a appliqué donc la norme pour la partie évaluation, par exemple d'immobilisation ou bien du stock ou bien d'autres. D'accord? Donc c'est une partie aussi très importante. Vous voyez d'ailleurs, en fait, on ne peut pas directement se lancer de la comptabilité, la technique comptable, sans vraiment maîtriser la norme. Parce que les techniques comptables, c'est la partie la plus simple de la comptabilité. Technique comptable, écriture comptable, c'est la partie la plus simple. Et d'ailleurs, on va la trouver dans la partie 4. Vous voyez, sur 5 parties, Dominique, il y a juste une partie qui concerne donc l'écriture comptable. Donc, troisième partie, c'est l'évaluation. Pour quelle valeur on va insérer cet élément au niveau? Si vous permettez, vous désactivez les micros, sauf si vous avez des questions. Donc, en ce moment-là, vous pouvez certainement poser vos questions. Donc, on a dit, la troisième partie, c'est l'évaluation. Quels sont les coûts qui sont inclus? Quels sont les coûts qui sont exclus? En général, là, on va trouver pratiquement, c'est pas une liste exhaustive, mais on va parler de famille de coûts, famille de charges. D'accord? Et même là, la norme internationale, et c'est pas en fait une liste exhaustive où elle va vous dire tel et tel et tel précisément, mais non, elle va vous dire, par exemple, tous les coûts qu'ils ont contribué à la mise en place de l'immobilisation, les frais de tel et tel et tel. Donc, quand on dit tous les coûts qu'ils ont contribué à la mise en place, donc là, en fait, elle vous a donné donc un large spectre pour vraiment voir est-ce que, et même une autonomie dans la décision, donc est-ce que cette charge-là, vraiment, elle a contribué à la mise en place du bien ou non. Donc ça, au niveau de l'évaluation. Quatrième partie de chaque norme, c'est la comptabilisation. Donc, comment on va comptabiliser tel et tel et tel? Donc, on va trouver, par exemple, au niveau des mobilisations corporelles, on va trouver l'acquisition, on va trouver donc tout ce qui est amélioration. Donc, amélioration, c'est-à-dire au courant de la vie d'une immobilisation, comment on va les traiter. On va trouver les immobilisations produites en interne, c'est-à-dire les immobilisations, euh, la production immobilisée. On va trouver, par exemple, aussi tout ce qui est amortissement, on va trouver tout ce qui est dépréciation, on va trouver tout ce qui est décomptabilisation, c'est-à-dire sortie de l'immobilisation. Donc, tout ça, c'est la partie comptabilisation et on va parler, donc on va voir des écritures comptables qu'on va les, qu'on va les passer.
Pour chaque en fait pour chaque type d'opération, on va voir quelle est l'écriture comptable typique donc à saisir. La dernière partie de chaque norme, c'est les informations à fournir. Donc, vous allez trouver chaque norme, donc il y en a le minimum d'informations à fournir. Donc, le minimum. Donc là, vous avez le minimum et le minimum, mais toujours en fait conditionné avec le caractère significatif. Donc, c'est vrai que c'est le minimum d'informations, mais elle doit être significative. Et toute information que vous voyez intéressante, que vous voyez significative, aussi, vous pouvez l'inclure, même s'il n'est pas listé dans la norme. Donc, la dernière partie, c'est les informations à fournir. Je parle là des notes aux états financiers, qui fait une partie principale des états financiers, non pas une partie secondaire. Donc, elle fait partie des états financiers, donc les normes aux états financiers. Donc, voilà, chaque norme, c'est ces cinq parties. Et nous, en fait, lorsqu'on va étudier les normes, on va étudier ces cinq parties de toute norme. D'accord? Donc, pratiquement, donc chaque module, chaque rubrique d'actifs et de passifs, en général, il dispose, elle est régie par une norme comptable précise et, comme je vous dis, inspirée des normes internationales. Là, chaque norme aussi, en fait, après avoir étudié la norme, je fais en général donc une carte mentale de la norme, comme ça. Donc, vous aurez une visibilité de quoi, qu'est-ce qu'elle a été traitée par la norme et comment donc cette norme donc elle est en fait elle est conçue. Et donc, vous aurez en tête toujours donc ces éléments-là qui concernent la norme. Donc, vous allez trouver, par exemple, là, immobilisation corporelle, critères de reconnaissance. En fait, il y en a deux, avantages économiques futurs et coûts mesurables de façon fiable. L'évaluation initiale, quels sont les éléments qui entrent dans le coût initial? C'est le coût d'achat, les coûts directement attribuables et l'estimation de coûts de démantèlement. Tout ce qui est coût ultérieur, c'est-à-dire après l'entrée de l'immobilisation, donc quelques années après, donc est-ce que c'est une dépense de maintenance ou bien une amélioration? Il ajoute les amortissements, on va voir calcul d'amortissement et méthode d'amortissement, les cas particuliers de réévaluation, de dépréciation, de décomptabilisation et les notes aux états financiers. Donc là, on essaye de faire pour chaque norme une présentation, une carte mentale, comme ça, elle vous permet vraiment de maîtriser la norme et vous avez en fait des données qui sont proches de vous et que vous pouvez vous rappeler rapidement de la norme. Ça, c'est tout ce qui est technique comptable. Donc, on va voir de cette façon, on va faire quelques exercices. Donc, on va faire des exercices, suffisamment d'exercices, donc pour bien comprendre. Et chaque exercice, on va le schématiser de cette façon. Donc, chaque chiffre, on va le justifier, comment on a calculé ça, et celui-là, comment on l'a calculé. Donc, tout ça, ça va être détaillé. D'accord? Concernant les numéros de compte, c'est pas vraiment de significatif. En général, donc, il n'y a pas, c'est-à-dire, si je parle de la première racine, donc si je dis le 5, donc en général, toutes les comptabilités, au moins je dis des pays francophones, donc quand on parle de 5, c'est de l'actif financier, donc de 2, c'est les immobilisations, les 7, c'est le compte de produit. Donc en général, le premier numéro, on est d'accord, c'est pratiquement francophone. Et le reste, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est qu'on sait exactement quelle est la famille de compte, donc ils n'ont pas précisément le numéro de compte parce que, en fait, on dispose ça, si on veut revenir, donc on peut voir directement sur le plan comptable et voir quel est le compte ou bien quel est le numéro de compte et qu'il faut l'utiliser précisément. Là, ce sont les outils extra-comptables qu'on va utiliser. Là, c'est un rapprochement, c'est un examen analytique qu'on va faire pratiquement, donc une des parties, donc toujours en fait au niveau de tout ce qui est extra-comptable. Là, je vous parle en fait des travaux de contrôle pour contrôler notre travail. Donc, c'est une première partie. Donc, le travail qu'on va réaliser, qu'on va contrôler, par exemple, là, pour les immobilisations. Donc, la première des choses, on fera donc l'examen analytique pour voir, pour contrôler donc la variation
et voir exactement quels sont les comptes qui étaient mouvementés. D'accord? Parce que lors de contrôle, si on veut contrôler, donc en général, on va cibler les comptes qui étaient mouvementés. Alors que pour les comptes qui n'étaient pas mouvementés, donc ce sont des comptes qui étaient audités l'année dernière, donc vraiment, il n'y a pas de travail exceptionnel, donc ou bien supplémentaire à réaliser au niveau de contrôle. Donc, on va apprendre comment l'auditeur pense, comment l'auditeur structure son travail, comment l'auditeur travaille pour contrôler nos comptes. Et de là, en fait, on aura une compétence supplémentaire qui nous permet de mieux se préparer et de s'auto-contrôler. Donc, on va s'auto-contrôler si on est, par exemple, le chef comptable de la société ou bien le directeur financier de la société, on pourra facilement détecter si on a des incohérences. Donc là, on va contrôler, on va observer la variation donc, entre 2 années consécutives. Donc, si on est 2019-2020, on va voir les variations au montant, en valeur, et les variations en pourcentage. Et en général, on s'intéresse essentiellement donc aux variations qui est importante en valeur et en pourcentage. D'accord? Parce qu'il y en a des fois une variation qui est importante en valeur, mais si on vérifie donc en pourcentage, on va trouver que c'est 0,1%. Et donc vraiment, c'est pas significatif. D'accord? Donc là aussi, donc parmi les travaux extra-comptables qu'on va réaliser, par exemple le test des immobilisations, l'objectif, comme je vous ai dit, en fait, c'est comme le travail d'un auditeur. Donc il va rapprocher les acquisitions avec les factures et contrats correspondants, rapprocher les scissions, s'assurer de reclassement des immobilisations en cours, s'assurer de la réalité des acquisitions et leur caractère capitalisable. Tout ça, en fait, ce sont des checklists, ce sont ils vont en fait nous rappeler, ils vont nous laisser donc penser et s'assurer vraiment que les travaux qui étaient réalisés, par exemple pour tout ce qui est acquisition durant l'année, a été bien comptabilisé. Donc l'objectif de test, description de test, d'accord? Donc c'est du rappel et tout ça avec des outils, donc avec des tableaux qui vont nous permettre, en fait, nous en fait, on va juste remplir donc les tableaux et le reste des variations, ça va se calculer automatiquement. Là, on va parler des bases de l'organisation comptable, c'est-à-dire au niveau de la comptabilité. Donc, on va commencer par le cycle comptable, parce que c'est vraiment nécessaire, c'est très important en tant que comptable ou bien en tant que financier. Pour comprendre la comptabilité, vous devez maîtriser ce cycle comptable et vous devez maîtriser donc l'information ou bien l'opération, l'écriture que vous avez saisie, quelles sont les étapes qu'il va les parcourir pour que par la suite, on va voir des états financiers. Donc, si on a entre les mains des états financiers, soyez certain que ces états financiers, ils ont parcouru au moins, en fait, ces étapes-là. D'accord? Donc, on va les voir, donc, étape par étape, comme ça soit clair, et parce que tout ça, c'est l'organisation comptable, c'est l'avant, c'est-à-dire avant d'entrer, c'est-à-dire dans notre formation, dans tout ce qui est norme. Donc, la première étape, comme vous le savez, ça sera une étape de transaction, donc d'opération d'achat c'est-à-dire le comptable, il va saisir les opérations d'achat, de loyer, d'encaissement, de décaissement et ainsi de suite. Donc, une fois le comptable, donc, il a accédé à son logiciel et a saisi cette opération d'achat, et l'écriture qu'il va passer, elle va être calquée sur ce qu'on appelle le journal. Elle va se calquer sur ce qu'on appelle le journal. Donc là, il y en a les journaux, donc les journaux, donc journal d'achat, journal de vente, journal de caisse, journal des opérations diverses, et ainsi de suite. Donc l'opération qu'il va saisir, automatiquement, elle va se calquer comme elle est, c'est-à-dire le compte qui a été débité, ou bien les comptes qui étaient débités, et le et les comptes qui étaient crédités. Donc, comme il est. Donc, les comptes débités et des comptes crédités, et donc certainement avec un équilibre entre débit et crédit. Donc, l'écriture comme elle est, on va la trouver au niveau du journal. D'accord? Donc, ça, c'est la première étape. Et ça, en fait, c'est très important pour un comptable de le connaître parce que par la suite, donc, il a cette opération et le mouvement de l'information comptable, elle soit claire pour lui. Donc, dès qu'il va saisir une écriture comptable, cette écriture comptable, elle va passer
Donc, par exemple, il veut passer cette écriture, achat, à fournisseur. Donc, il va choisir le journal et voilà l'écriture qu'elle a passée. Vous voyez, l'écriture, c'est un compte qui a été débité 606, c'est un compte de 401 qui a été crédité. Dans le journal, c'est la même écriture que va se faire. Donc, journal des achats, donc un compte de 401 de fournisseur qui a été crédité et un compte de charge de 606 qui a été débité. Ça au niveau du journal. D'accord? Ça au niveau de journal. Ça, c'est la première opération que le comptable il a fait. Donc, certainement, le comptable, en fait, il n'intervient pas directement dans cette partie-là. Le comptable, en fait, il va saisir cette écriture. Le comptable, il est à ce niveau-là, à l'étape 1. En général, ce qu'il voit réellement, parce que l'autre, en fait, c'est automatique. Donc, toutes ces parties-là de l'écriture dans le journal, du rapport de le grand livre, dans la balance, jusqu'à l'établissement des états financiers, tout ça, il se fait à l'intérieur de logiciel, c'est-à-dire une partie cachée, mais nous, en fait, on doit la comprendre. Donc, le comptable, il a passé une écriture d'achat. Cette écriture d'achat, elle va s'écrire dans le journal avec les comptes de débit et les comptes de crédit. Et par la suite, donc, chaque compte utilisé, il va être reporté dans le grand livre. Chaque compte. Donc là, on va trouver de cette façon. Donc, on a dit, on a passé cette écriture, on a débité le compte 606, on a crédité un compte de fournisseur. Donc, voilà au niveau du journal comment c'est se passé. Au niveau du journal, donc l'écriture comme elle est, débit et crédit. Mais au niveau maintenant ça au niveau du journal, maintenant au niveau de grands livres. Donc, si je passe cette écriture 606 à 401, au niveau de grands livres, qu'est-ce qui va se passer? En fait, il y aura deux comptes qui vont être touchés. Et donc, le grand livre, il fonctionne en fait compte par compte. C'est pas comme le journal. Au niveau du journal, on va trouver l'écriture comptable avec tous les comptes qui étaient utilisés. Donc, comme une écriture comptable que le monde la connaît. Mais au niveau de grands livres, c'est plutôt, donc cette écriture, par exemple 606, elle va se mettre dans un compte qui s'appelle 606. La deuxième écriture aussi, elle va se mettre aussi dans ce compte-là avec des dates. Et on va trouver à la fin total mouvement débit et un total mouvement de crédit. La même chose pour l'autre compte qu'on a utilisé, le 401. Donc, la première opération, donc, elle a été créditée pour 30 000. La deuxième écriture, le 28, elle a été créditée pour 28 000. Donc, total mouvement débit, total mouvement de crédit. Donc, voilà. Donc, ça, au niveau de grands livres, vous voyez, au niveau de grands livres, donc, compte par compte. Par exemple, ça, c'est le compte 401 et ça, c'est le compte 606. Donc, toutes les écritures, ça, c'est les mouvements de débit. S'il y avait des mouvements de crédit, on va les trouver ici. Et ça, au niveau de fournisseur, donc, ce sont des mouvements de crédit et des mouvements de débit. Ce sont des mouvements de paiement. Donc ça, c'est la deuxième étape qu'on ne voit pas réellement, donc qui se fait au niveau de notre logiciel. Donc nous avons passé une écriture. Cette écriture, elle a été calquée dans le journal, donc comme il est, débit et crédit. Par la suite, pour chaque écriture que nous avons passée, elle va alimenter un compte bien déterminé dans le grand livre. Et par la suite, les soldes qu'on va voir ici, les soldes, c'est-à-dire total mouvement débit, total mouvement crédit, on va trouver ces totaux, juste ces totaux-là, on va les trouver au niveau de la balance. D'accord? Au niveau de la balance, on va trouver les soldes de chaque compte du grand livre. Donc, pour résumer, donc un comptable, il va voir au niveau de son logiciel un compte à débiter, un compte à créditer. Donc, ces comptes qui ont été débités et crédités, ils vont directement passer dans le journal et par la suite, chaque mouvement de compte va alimenter un compte particulier, donc c'est-à-dire le compte qui a été utilisé, ça au niveau de grands livres. Et par la suite, le total de mouvement débit et total de mouvement crédit, juste le total. Il n'y a pas de détails. On va les trouver où? On va les trouver dans la balance. D'accord? Donc, quand on édite une balance, pour chaque compte dans la balance, on va trouver juste une seule ligne.
une balance. Par exemple, ça, c'est le compte 401 qu'on a utilisé. Donc, total débit, cumul crédit. Aussi, le compte que nous avons vu, le compte 606, achat. Donc, c'est juste total débit et total crédit. Et par la suite, on va trouver donc le solde. Donc, si moi, j'en veux voir l'écriture, comment elle a été saisie. Donc, si je veux voir comment le comptable il a saisi l'écriture. Donc, qu'est-ce que je dois consulter? Donc, je dois consulter le journal, je dois consulter donc l'écriture. Et donc, chaque écriture, vous voyez, en fait, il y en a un numéro de mouvement. Donc, je consulte, en fait, quand je consulte l'écriture, c'est comme si j'ai consulté le journal d'achat ou bien journal, n'importe quel journal. D'accord? Ça, lorsque je veux consulter l'écriture qui a été passée par le comptable. Alors que si je veux le détail par compte, chaque compte, comment il a été mouvementé en débit et mouvementé en crédit. Donc, en ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit demander? C'est le grand livre. Donc, si on a besoin de détails, tous les mouvements qui étaient passés donc, sur tel compte, donc qu'est-ce qu'on doit demander? Ou bien qu'est-ce qu'on doit éditer? C'est le grand livre. D'accord? Donc, si je veux vérifier un compte, je vais éditer son grand livre parce que le grand livre, je vais trouver tous les mouvements qui étaient passés durant l'année. Par contre, si j'en ai besoin juste des soldes, j'ai besoin juste des soldes. En ce moment-là, je vais éditer la balance générale de l'entreprise. D'accord? Donc, au niveau de la balance, je vais trouver juste une seule ligne par compte. La seule ligne, par contre, c'est-à-dire au niveau de la balance, c'est quoi? C'est la dernière ligne, celle-là, de grand livre. D'accord? C'est la dernière ligne du grand livre qu'on va la trouver au niveau de notre balance. La balance que nous avons entre les mains, qu'est-ce qu'elle va servir? Elle va servir pour préparer les états financiers. Une balance, c'est la balance qu'on va utiliser pour préparer des états financiers. C'est pas les journaux, c'est pas donc le grand livre, mais plutôt la balance qui va servir. Donc la première partie de la balance, c'est-à-dire les comptes de capital jusqu'au classe 5, ces comptes-là, ce sont des comptes de bilan. Ce sont des comptes de bilan. Donc, ils vont servir pour préparer le bilan de l'entreprise. Alors que les comptes de charges et les comptes de produits, ce sont des comptes de résultats. Ils vont servir pour préparer l'état de résultat de l'entreprise. D'accord? Donc, vous avez vu comment on a passé d'une écriture comptable qui a passé par la suite au journal et par la suite qui a alimenté les grands livres, que le solde des grands livres, donc elle a été traduite dans la balance et que cette balance, à la fin, elle a servi pour les états financiers. Donc, pour chaque compte que je trouve ici au niveau de la balance, si je veux détailler comment il est composé ce compte-là, par exemple, on va trouver le compte immobilisation corporelle. D'accord? Donc, je dois trouver les détails où? Je vais trouver les détails au niveau de ma balance. Parce qu'au niveau de la balance, je veux trouver, par exemple, l'immobilisation corporelle est constituée par construction, matériel de transport, matériel de bureau, et tel, et tel, et tel, et tel compte. D'accord? Et par la suite, si je veux voir le détail, par exemple, des cautionnements, en ce moment-là, je dois revenir à quoi? Je dois revenir au grand livre de ce compte cautionnement. D'accord? Donc, en fait, vous voyez, on est en train de passer de détails vers vers le synthèse. Donc, la synthèse des écritures, c'est le bilan. Donc, au niveau de bilan, c'est synthèse. Donc là, on va trouver la classe, par exemple, la classe 1. Donc, on va trouver tous ces comptes-là. Et les comptes, en fait, et certains comptes, ils vont être, c'est-à-dire, ils vont être groupés. Par exemple, les comptes de réserve, tous les comptes de réserve, ils vont apparaître au niveau de bilan avec un seul compte, d'accord? Un compte de réserve. Et donc, si je veux de détails de bilan, je veux revenir à la balance. Si je veux encore de détails de la balance, je vais revenir au grand livre. Donc, détail des opérations, l'exhaustivité des écritures comptables, c'est au niveau de la balance. D'accord? Donc là, vous avez donc le passage, l'information, comment elle a passé
d'une facture, comment on est arrivé d'une facture au bilan. D'accord? Et là, c'est très important de maîtriser ça pour que par la suite, vous sachiez exactement si vous n'avez besoin d'une information, vous avez besoin d'un tel niveau de détail, donc vous savez exactement quel est le compte ou bien quel est le document que vous éditez ou bien vous demandez. Donc là, pour les comptes de l'actif et les comptes de charge, on a mis qui sont, en fait, ce sont des comptes qui fonctionnent de la même façon, c'est-à-dire ils augmentent par le débit, donc ils baissent en fait par le crédit, contrairement aux autres comptes de passifs et des comptes de produits qui augmentent plutôt par le crédit, qui baissent par le débit. Maintenant, on va parler un peu des états financiers. Là, essentiellement, donc, il y a le bilan qui est présenté de cette façon. Donc, nous avons donc l'actif non courant. L'actif non courant, on va trouver l'actif immobilisé et les autres actifs non courants. De l'actif immobilisé, de l'actif immobilisé, on va trouver les immobilisations corporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières. Là, les données sont en brut et en dessous, vous allez trouver l'amortissement. L'amortissement et s'il y en a une provision. Donc ça, au niveau de l'actif non courant. Par la suite, on va trouver l'actif courant. Donc l'actif courant, là, on va trouver tout d'abord le stock avec la provision en signe moins, le compte de client et contrat attaché en brut avec donc les provisions aussi en signe moins, les autres actifs courants, donc on va trouver les autres débiteurs divers, et là tout ce qui est liquidité équivalent de liquidité. Donc on va les trouver aussi, donc pour les placements, s'il y en a une provision, on doit aussi la constater. D'accord? Donc là, au niveau de bilan, si vous remarquez, donc, il est classé comment? Donc, du haut en bas, c'est en fait par un ordre de liquidité croissante. C'est-à-dire, les éléments les plus liquides sont tout en bas. Là, vous trouvez de liquidité. Les éléments les moins liquides sont tout en haut. Donc, vous allez trouver les immobilisations. D'accord? Donc, chaque fois où vous descendez, vous voyez, ça devient plus liquide. Donc, les éléments les plus difficiles donc, à transformer en liquidité, ce sont les immobilisations. Par la suite, vous allez trouver du stock. Là, c'est-à-dire la quantité des stocks, c'est-à-dire la marchandise qui n'est pas encore vendue. Là, vous allez trouver la marchandise qui a été vendue mais n'est pas encore payée. Donc, c'est mieux liquide que le stock. Et par la suite, vous allez trouver les placements qui sont en général liquides et les éléments les plus liquides, ce sont c'est-à-dire l'argent en caisse ou bien en banque. Cette présentation par ordre de liquidité croissante, c'est donc la présentation recommandée par la norme, aussi même par la norme internationale, mais qu'elle autorise en fait une classification inversé, c'est-à-dire plutôt les éléments les plus liquides, on va les mettre en bas, en haut, et descendre en fait, c'est-à-dire l'ordre inversé. Et ça, en fait, c'est utilisé par les institutions financières telles que les banques et les assurances. Là, on va trouver les éléments les plus liquides tout en haut et les éléments les moins liquides, on va les trouver tout en bas. D'accord? Mais pour les autres secteurs d'activité, la présentation de bilan, elle est en général, elle est faite par ordre de liquidité croissante. Là, je vous ai mis une présentation des rubriques, en fait, des rubriques de bilan avec l'actif non courant, c'est quoi? L'actif courant, c'est quoi? Donc, je vais vous laisser à lire ça. En fait, c'est tout ce devrait être utilisé donc, durant donc, les 12 mois ou bien une période plus importante. Donc, l'actif, par exemple, l'actif non courant, il correspond aux éléments que l'entreprise détient pour une durée supérieure à une année. Donc, on va retrouver les actifs immobilisés et on va trouver les autres actifs courants. L'actif courant, ce sont les éléments du patrimoine à court terme liquide ou convertible en liquidité dans l'année, c'est-à-dire au courant des 12 prochains mois. On va trouver les stocks, les clients, les autres actifs et les placements.
Maintenant, au niveau de la deuxième partie de bilan, on va trouver les capitaux propres et les passifs. Les capitaux propres et les passifs. Là, au niveau des capitaux propres et passifs, si on remarque, si on observe comment il est classé, on va voir qu'ils sont classés par ordre d'exigibilité croissante. C'est-à-dire, les éléments les plus exigibles, ils sont classés tout en bas. Et d'ailleurs, si on vérifie, on va trouver les concours bancaires. Concours bancaires, ce sont les éléments les plus exigibles. Et chaque fois on monte, on va trouver les éléments les moins exigibles. Les éléments les moins exigibles, c'est les capitaux propres, c'est-à-dire l'apport des actionnaires. Donc, ce sont les derniers à être remboursés par une entreprise. Et donc, par la suite, on va trouver tout ce qui est emprunt, on va trouver tout ce qui est fournisseur et ainsi de suite. Donc, ces éléments-là, ils sont classés par ordre d'exigibilité croissante. Là aussi, au niveau des capitaux propres, comment ils sont classés? Là, c'est l'état de résultat. Donc, le deuxième élément des états financiers, on va trouver l'état de résultat. C'est le bilan, l'état de résultat. Tout ça, on va le détailler. Ne vous inquiétez pas. Là, juste, on est en train de voir l'organisation comptable, mais tout ça, on va le détailler, on va le décortiquer, rubrique par rubrique. On va tester, on va faire des exemples. Comment donc remplir? C'est quoi les comptes qui sont rattachés à cette ligne-là? Et ainsi de suite. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Donc, l'état de résultat est un document de synthèse qui présente la performance économique de l'entreprise. Donc, ça aussi, c'est un document obligatoire. Donc, l'état de résultat, donc, il va déterminer le résultat d'une entreprise d'une période à une période, c'est-à-dire du 1er janvier au 31/12. D'accord? Ce n'est pas comme les comptes de bilan qui sont des comptes cumulatifs. Là, c'est l'état de résultat. Donc, elle fonctionne, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont les comptes de produits et les comptes de charge. Ce sont les comptes de produits, les comptes de charge qui s'annulent donc par le résultat chaque année. Donc chaque année, la différence entre compte de produit et compte de résultat, il fait les soldes de compte de résultat qu'on va trouver au niveau des capitaux propres. Troisième élément des états financiers, donc, ce sont l'état des flux de trésorerie. L'état de flux de trésorerie, donc, c'est un document qui va nous permettre de voir et de vérifier comment l'entreprise elle a généré des flux de trésorerie et comment elle a utilisé donc, ces flux de trésorerie. Donc, on va trouver les flux de trésorerie liés à l'exploitation et on va voir de là, est-ce que l'entreprise elle est capable de générer de flux de trésorerie à partir de son activité d'exploitation. Par la suite, on va voir tout ce qui est flux qui sont liés à l'activité d'investissement, c'est-à-dire y a-t-il un investissement, un financement d'un investissement, ou bien plutôt y a-t-il une vente, par exemple, de liquidité qui provient en fait d'une cession, d'une immobilisation. Troisième partie de l'état de flux de trésorerie, c'est les flux de trésorerie liés à l'activité de financement. Donc, certainement, donc si on trouve que le flux, par exemple, d'exploitation n'ont pas suffi pour financer donc l'activité d'investissement, on va trouver certainement que l'entreprise elle va recourir donc à des établissements financiers pour compléter son financement. Et donc, on va trouver, ou bien, en fait, elle a fait une augmentation de capital aussi. Donc, le recours donc, au financement, ça peut être recours externe comme il peut être recours interne, c'est-à-dire une augmentation du capital. Donc, si l'on a recours donc, à un financement, que ce soit interne ou externe, on va le trouver ici au niveau de flux de trésorerie liés à l'activité de financement. Là, une chose très importante, donc les trois éléments que nous avons vus, le bilan, l'état de résultat et l'état de flux de trésorerie, ils sont liés ensemble, c'est-à-dire liés. Donc, vous voyez là, au niveau de bilan, au niveau de bilan, nous avons le résultat de l'exercice. Le résultat de l'exercice. Vous voyez ça? Le compte, il y en a une ligne résultat de l'exercice. Ce compte-là, cette ligne-là, résultat de l'exercice, elle doit correspondre exactement à cette ligne-là, le résultat de l'exercice de l'entreprise. D'accord? C'est-à-dire résultat de l'état de résultat. Donc, le solde, le dernier élément de l'état de résultat, il doit correspondre donc à la ligne
résultat de l'exercice au niveau de bilan. La même chose pour l'état de flux de trésorerie, donc il est lié directement avec aussi avec le bilan. C'est-à-dire, donc au niveau de l'état de flux de trésorerie, vous allez trouver trésorerie de début. Voyez, trésorerie de début et trésorerie de fin. Trésorerie de début et trésorerie de fin doit correspondre à ce qu'il y a en trésorerie au niveau de bilan. Et tout ça, en fait, on va le voir. Donc, au niveau de bilan, qu'est-ce que nous avons en trésorerie? Nous avons une trésorerie positive, donc qui est liquidité équivalente de liquidité, et nous avons une trésorerie négative, qui est le concours bancaire et autres passifs financiers. Donc, le cumul entre ces deux comptes-là, il doit faire le solde, pardon, il doit faire ce solde-là de trésorerie de début et la même chose pour la trésorerie de fin. Donc, trésorerie de début, ça sera la trésorerie de l'année N-1 et trésorerie de fin, ça va être la trésorerie de l'année en cours. D'accord? Donc, vous voyez, les trois états financiers, les trois éléments des états, c'est-à-dire les composants des états financiers, le bilan, l'état de résultat et l'état de flux, ils sont liés ensemble. Donc, il y en a une cohérence entre ces éléments-là. Et là, il faut faire attention. Il ne faut pas que vous perdez en fait cette cohérence. Donc, il ne faut jamais présenter des états financiers qui n'ont pas, sans vérifier les- au moins en fait cette cohérence entre l'état de résultat, l'état de flux et le bilan. Donc, quatrième élément constitutif des états financiers sont les notes aux états financiers. Les notes aux états financiers aussi, c'est une composante en fait des états financiers et non pas donc une partie optionnelle. D'accord? Donc, au niveau des notes, on va trouver les déclarations de conformité aux normes. Là, on va dire que ces états financiers, ils étaient établis conformément aux normes nationales, normes internationales, normes telles et telles et telles. Donc, référence comptable. On va trouver résumé des principales méthodes comptables qui étaient utilisées, donc que ce soit pour les immobilisations, pour n'importe quelle rubrique. On va trouver des informations complémentaires sur les postes des états financiers parce que, comme vous avez vu, par exemple, l'immobilisation, c'est une seule ligne, mais réellement, l'immobilisation, en fait, elle est constituée de plusieurs rubriques. Et donc là, on va détailler donc ce solde, c'est-à-dire ce solde-là que nous avons ici en immobilisation, pardon, celui-là, par exemple, immobilisation corporelle, on a dit on va mettre juste un solde. Mais si on veut de détails, où on va trouver ce détail-là? On va le trouver au niveau des notes aux états financiers. D'accord? Et donc, nous, là, au niveau en préparant donc nos états financiers, on doit préparer aussi ces notes. Donc, les immobilisations corporelles, on doit les détailler au niveau de notes. D'accord? On va mettre là le brut. Ça, c'est résumé, en fait, du tableau d'amortissement. Donc, on va trouver le brut, les amortissements ou bien les dépréciations, le net et comparer en fait de deux années. Donc, ça, c'est les informations complémentaires. Aussi, au niveau des notes, on va trouver tout ce qui est engagement, tout ce qui est engagement hors bilan et passif éventuel. D'accord? Ça aussi, ça constitue une partie très importante des notes aux états financiers. Donc, cette partie engagement hors bilan. Donc ça, ce sont les éléments constitutifs des états financiers. Là, je vous ai mis quelques fonctions Excel à maîtriser absolument, donc qui vous aident énormément en tant que comptable. En fait, ce sont des fonctions simples, comme la fonction somme ci ensemble, Ouais, les monsieur fonctions Tarek. recherche. Oui, Et il y a un niveau là que je n'ai pas bien cerné. j'ai pas bien entendu. J'ai dit qu'il y a un niveau là que je n'ai pas bien cerné. Oui, Mais c'est là où on a fait un lien entre l'état des flux de trésorerie et le bilan. Et vous oui, avez parlé de trésorerie au début, trésorerie à la fin là. oui. En rien, avec quoi on a lié ça au niveau du bilan là-bas? Je n'ai pas bien compris ça là. Ah, d'accord. Donc, en fait, tout ça, on va le voir en détail, mais on va le Ok. répéter. Donc, je vous ai dit, en fait, au niveau de l'état, le trésorerie au début, vous voyez, au niveau de bilan, nous avons deux années. Donc, nous avons l'année N et nous avons l'année N plus 1, ou bien N et N moins 1. Donc, l'essentiel que nous avons deux années successives, cette année et l'année dernière. D'accord? Donc là, vous aurez, donc ça, par exemple, si c'est N et N plus 1, donc ça, c'est l'année passée et ça, c'est cette année.
Donc, au niveau de trésorerie, si on veut voir donc, la trésorerie de début, donc on va vérifier, on va prendre celle de N, c'est-à-dire de l'année dernière, donc liquidité équivalent de liquidité, plus donc, au niveau de passif, on va trouver concours bancaire et autres passifs financiers de l'année N. Ça, c'est la trésorerie de début d'exercice. Et la trésorerie de fin d'exercice, ça doit correspondre à liquidité équivalent de liquidité de l'année N plus 1, plus donc, concours bancaire et autres passifs de l'année N plus 1. D'accord? Mais tout ça, comme je vous ai dit, on va le détailler. Donc, on va voir, on va vous montrer comment préparer des états financiers, surtout l'état de flux de trésorerie. Vous le savez, c'est pas comme les autres, c'est pas comme le bilan, c'est pas comme l'état de résultat qui se prépare d'une balance. L'état de flux de trésorerie, on ne la prépare pas d'une balance. Vous savez très bien, surtout cette première partie. Donc là où nous avons en fait deux méthodes donc, qui sont autorisées donc qui sont autorisés à utiliser. Soit cette méthode qui, on connaît directement les encaissements reçus de clients et les sommes versées, parce que au niveau de l'état de flux de trésorerie, on ne parle pas d'engagement. La comptabilité, c'est une comptabilité d'engagement, c'est-à-dire donc on va comptabiliser l'engagement, que ce soit l'engagement donné ou bien l'engagement reçu. C'est-à-dire soit donc par exemple j'ai vendu à un client, je vais comptabiliser l'écriture comptable, même si j'ai pas encaissé. La même chose pour un fournisseur. Quand j'achète d'un fournisseur, on va comptabiliser l'opération d'achat, c'est-à-dire on va comptabiliser l'engagement, même si on n'a pas payé. Alors que l'état de flux de trésorerie, elle va parler plutôt d'encaissement et de décaissement. D'accord? Donc, cette première partie, au niveau de flux de trésorerie, ça, c'est-à-dire les flux de trésorerie provenant, affectés à l'exploitation, pour le calculer, nous avons, on va les voir, deux méthodes qui sont autorisées. Donc, soit nous disposons de cette information, c'est-à-dire les encaissements reçus, les sommes versées, et ainsi de suite, ou bien on va partir de résultats d'exploitation et qu'on va corriger par les charges non décaissables et les produits non encaissables, et ainsi de suite, et la variation de BFR pour déterminer ça. Mais tout ça, comme je vous ai dit, on va vous le montrer et on va le maîtriser avec des exercices. Donc, l'état de flux de trésorerie, ce n'est pas comme les autres états, on ne les prépare pas d'une balance. D'accord? Il y en a en fait des ajustements qu'on doit les faire. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, la comptabilité elle est basée plutôt sur des engagements, alors que l'état de flux de trésorerie, elle est basée plutôt sur encaissement et décaissement, comme si c'est une comptabilité de caisse. D'accord? Donc, c'est pas le même principe. Mais ne vous inquiétez pas, tout ça, on va le détailler. Ne vous inquiétez pas. Donc là, je vous ai mis quelques fonctions donc Excel à maîtriser. Tableau croisé dynamique aussi, ça peut vous aider donc dans vos travaux de comptable. Là, on va parler un peu de dossier permanent. Le dossier permanent, c'est quoi? Donc, le dossier permanent d'une entreprise, également connu sous le nom fichier permanent, s'il est numérique, donc est un ensemble de documents essentiels et permanents qui contient des informations de base sur l'entreprise et qui sont conservées à long terme. En général, donc un comptable dans une entreprise, c'est l'homme de confiance de cette entreprise. Et en général, pour donc une bonne partie des entreprises qui n'ont pas, par exemple, de service juridique, c'est-à-dire une petite et moyenne entreprise qui ne dispose pas de service juridique. Donc, le comptable, c'est chez lui, en fait, qu'on va garder nos documents essentiels. C'est-à-dire, on va garder tout ce qui est documentation juridique de l'entreprise, ses statuts, ses PV, et ainsi de suite. D'accord? Et donc là, l'organisation, ça nécessite vraiment une organisation de cette documentation qui est une documentation importante donc, pour l'entreprise et qui est une documentation qui est sollicitée, que ce soit par la direction générale ou bien sollicitée aussi par le commissaire aux comptes. Et donc là, en général, on va trouver le comptable qui va gérer cette documentation. Là, on va vous dire, on va vous montrer quelques principes ou bien quelques méthodes de gestion de ce dossier permanent, comment l'organiser, comment le référencier, parce que vraiment, c'est très important. Quand votre supérieur hiérarchique vous demande de lui donner, en fait, de lui livrer, par exemple, une copie de tel PV d'Assemblée générale ou bien de conseil ou ainsi de suite, et là, vous allez prendre du temps à chercher ce document,
et parfois, en fait, vous ne le trouvez pas. Donc, c'est très mal vu. Et donc, là, vous devez être vraiment organisé. Donc, que ce soit sous forme, sous format papier ou bien plutôt sous format numérique. Donc, même, en fait, même, c'est-à-dire, c'est pas vraiment donc un JED ou bien une chose comme ça, mais plutôt, donc, ce sont des documents qui étaient scannés, qui étaient donc, c'est-à-dire archivés et organisé. Donc, le dossier permanent, on va trouver la structure générale, ça, on va trouver une section administrative, une section légale, une section fiscale, une section comptable, une section sociale, commerciale et informatique. Donc là, l'administratif, on va trouver les statuts de l'entreprise, les actes de constitution et de modification, les autorisations administratives et les licences, l'organigramme de l'entreprise, la politique et les procédures internes. Dans la section légale, on va trouver tout ce qui est registre des actionnaires, les PV des assemblées, donc ordinaire constitutif, général constitutif, ordinaire, les PV, tel PV, tel PV, donc là, on va faire de cette façon. On va faire comme un sommaire. Donc, on va mettre donc là la section administrative, c'est sous le A. Et en dessous, on va créer le A1, donc statut entreprise. Et là, comme je dis, si on utilise une version papier. Et donc, certainement, donc, même si on a des versions scannées, ces documents-là, ce sont des originaux, on doit les sauvegarder. D'accord? Et pour les sauvegarder, on doit les bien classer, d'accord, pour qu'elle se soit accessible facilement. Et donc là, on a besoin de référencier ces documents. Donc vous voyez là le A ou bien le A1, ou bien c'est là le B21, ou bien B22, c'est tout ce qui est PV Assemblée Générale Ordinaire. Donc en dessous, vous allez trouver B2221, c'est le PV de l'Assemblée Générale de 34-2020 relative à l'approbation des états financiers. L'autre PV de 2-10-22, changement d'adresse et ainsi de suite. Donc, vous allez trouver cette arborescence, d'accord? La section C, c'est tout ce qui est fiscal, déclaration annuelle, avis d'imposition, surtout les justifications de paiement, correspondance surtout avec l'administration fiscale. Donc, la section sociale, tout ce qui est contrat, tout ce qui est correspondance avec les organismes sociaux. Donc là, par la suite, c'est très important de séparer donc ces sections, par exemple, par des intercalaires qui sont colorés. Et là, voilà. Donc ça, c'est le référencement. Donc par exemple, ça, c'est un PV. Et voilà son référence, le PV B2221. Et donc, si je reviens ici au niveau de sommaire, si j'en ai besoin de ce PV-là, mon supérieur hiérarchique m'a demandé de lui communiquer le PV, ce PV-là. Et donc, c'est très simple. Le PV, je vais le trouver dans la section B. La section B sous le B2, le procès-verbaux. Et voilà, donc le PV 22 PV des AGO. Et donc, c'est le B2221. Donc, je vais chercher ici, dans cette partie, l'angle droite en haut, cette référence-là. Et voilà, ces documents-là, ils doivent contenir cette référence B221. Tout d'abord, donc c'est facile de le trouver et je peux communiquer ce document-là et aussi ce sera facile à reclasser ce document. Quand je reçois ce document-là, donc et de préférence en fait de cette documentation juridique très importante, quand une personne en fait vous demande de lui fournir, ce sera mieux soit de scanner et de lui envoyer une version numérique ou bien, si ce n'est pas possible, de photocopier en fait ce document. Donc, parce que vous risquez en fait de communiquer ce document que vous n'aurez pas, il n'y a pas de retour. Et donc, vous devez gérer cette documentation et en général, comme je dis, d'après mon expérience, j'ai vu que la majorité des cas, ce sont les comptables qui gèrent cette documentation, surtout pour les petites et moyennes entreprises. Donc là, c'est très important de gérer cette documentation et de la bien référencier. Une dernière partie dans cette partie introduction, quelques bonnes pratiques. Quelques bonnes pratiques, donc je vais vous citer. Donc il y en a là, par exemple, les mentions obligatoires. Vous savez très bien qu'au niveau fiscal, donc pour une facture, elle soit admise, reconnue fiscalement, il y en a certainement quelques mentions qui sont obligatoires. Et donc là, vous allez trouver un texte de loi qui va, qu'en général,
en fait, qui parle de ces mentions et qui liste ces mentions obligatoires. Par exemple, là, je parle de la Tunisie. Donc, les mentions obligatoires, c'est le numéro d'identification fiscale de vendeur et d'acheteur. Et donc là, si je dis mention obligatoire, c'est-à-dire mention obligatoire, c'est-à-dire une facture ne peut être admise en déduction qu'une fois ces informations-là, ces mentions obligatoires sont présentes, c'est-à-dire au niveau de facture. Une des mentions obligatoires qui ne figure pas au niveau de facture, cette facture, elle sera rejetée à la déduction. C'est-à-dire, elle va être réintégrée au résultat comptable pour déterminer le résultat fiscal. C'est-à-dire, elle n'est pas admise en déduction. Donc là, c'est très important de vérifier ces mentions obligatoires. Donc, numéro de facture. Une facture, son numéro. Tout d'abord, une facture, son numéro d'identification fiscale, que ce soit du vendeur ou de l'acheteur, elle sera refusée. C'est-à-dire, en cas d'un contrôle fiscal, si je trouve une facture qui ne contient pas cet identifiant, on va l'exclure et donc on va réintégrer. C'est une charge non déductible. Numéro de facture. Une facture, son numéro, c'est une charge non déductible. Date d'émission de facture. Une facture sans date, c'est une facture non déductible. Dénomination sociale ou nom de la personne, le vendeur, l'acheteur. Sinon, c'est une charge non déductible. L'adresse du vendeur et l'acheteur. Sinon, c'est non déductible. Description détaillée de biens et services. Donc, il faut une description de produits et services. La quantité, le prix unitaire, le montant hors taxe de chaque bien ou service doit être fourni. Le montant de TVA collecté, ainsi que son taux applicable, 7%, 19%, 29%, et ainsi de suite. Le montant total des taxes comprises, TTC à payer. Mention de facture clairement indiquée. Donc, s'il n'y a pas par exemple, là, un document qui contient, par exemple, qui s'appelle BL, bon de livraison. Bon de livraison, ce n'est pas une pièce comptable. Donc, bon de livraison, c'est une pièce de livraison. Donc, il faut que ça soit mentionné facture ou bien invoice. Donc, l'essentiel, ça indique que c'est une facture. Et aussi, donc, si l'opération elle est faite par, donc, c'est-à-dire en exonération de l'application de TVA, donc il faut la mentionner. Donc, pour éviter que, par exemple, personnellement, quand j'étais directeur financier, donc pour éviter que le comptable, ou bien le comptable, c'est-à-dire pour le pousser donc, à vérifier chaque facture que l'on reçoit avant de procéder au paiement de la facture, de la comptabilisation, de vérifier ces mentions. Mais en fait, comment il va se rappeler? Donc, je l'ai confectionné un tampon, en fait, un tampon qui contient toutes ces mentions-là et avec des cases à cocher. Donc, chaque fois où il reçoit une facture, il va mettre ce tampon-là sur la facture, il va pointer mention obligatoire 1, 2, 3, 4, 5, une des mentions qui manque, il va directement contacter le fournisseur. On lui demande de lui fournir une facture avec les informations manquantes pour que, en fait, ce contrôle-là, avant que la facture elle soit comptabilisée, elle soit payée, et par la suite un contrôle fiscal qui passe et qui va rejeter cette facture. Donc ça aussi, c'est très important. Aussi, donc, quelques tampons, tels que, par exemple, comptabiliser le avec le numéro d'écriture. Donc, ça, si vous avez encore donc, la comptabilité, et certainement, donc, ça évite, et ça, en fait, évite d'une double comptabilisation d'une facture. Aussi, au moment de paiement, donc, de poser, donc, caché, donc, sur une facture, payer le par chèque ou bien par virement ou bien par espèce et les numéros de l'écriture. Donc aussi, ça c'est très important. Ça évite aussi un double paiement, surtout si le comptable n'est pas à jour. Donc, si le comptable il est à jour, avant de payer une facture, certainement il va consulter le compte, il va voir. Mais supposons que le comptable n'est pas à jour au niveau des paiements, et donc là, il y en a un risque qu'une facture elle soit payée doublement. Et donc, au moins pour éviter ce risque-là, lorsqu'il paye une facture, il met donc le cachet sur cette facture, et de cette façon-là, il évite au moins donc le risque d'un paiement plusieurs fois, d'un paiement double d'une facture. Donc là, je vous ai présenté, je vous en ai parlé un peu du plan de la formation et par la suite, on a parlé de l'organisation comptable. Là, si vous avez des questions,
avant de passer donc à la première norme comptable relative aux immobilisations corporelles. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions concernant le plan de la formation? Comment elle est organisée? Est-ce que vous avez d'autres attentes en fait, euh, et là que j'ai pas cité, est-ce qu'il y a des détails que vous voulez en avoir? Donc là, je suis à votre disposition. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Moi, je vous encourage vivement d'être vraiment participatif et donc de participer à la formation. Posez vos questions, c'est votre chance donc de participer à une formation. Donc, posez vos questions. N'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a pas de bonnes et mauvaises questions. Donc, toutes vos questions, ils sont les bienvenues. Donc, n'hésitez pas à poser. Et c'est comme ça, en fait, qu'on avance et comme ça qu'on maîtrise une matière. Là, vous avez fait un investissement, vous avez payé des frais donc, pour participer à cette information. Donc, enterrez le maximum. N'hésitez pas à poser vos questions. Même après la séance, mon mail, vous avez mon mail, vous avez donc mon numéro de WhatsApp. Si vous rencontrez des problèmes au niveau de la compréhension de notions qu'on a citées, n'hésitez pas à poser des questions, à m'envoyer donc vos mails. Aussi, je vous encourage vivement d'assister en live donc à la formation parce que ça va vous permettre en fait d'assister d'une façon continue à la formation. Ne pas cumuler des séances, parce que si vous allez cumuler des séances, certainement vous allez trouver de difficultés par la suite à rattraper donc le niveau, donc le même niveau, c'est-à-dire donc vous aurez deux ou trois séances et donc vous allez cumuler plusieurs séances par la suite et vous n'allez même pas peut-être finaliser donc toute la formation. Donc je vous conseille vivement de consacrer ce temps-là. Donc ce sont 2 heures de formation, c'est vrai. Après toute une longue journée de travail, c'est pas facile, mais pour le savoir, pour avancer, donc on est en train de sacrifier notre temps, on est en train de sacrifier notre argent, mais au moins, on en tire donc le maximum de profit. D'accord? N'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à participer, soyez donc présents donc en live, et là, je vous promets que vous allez vraiment en tirer le maximum de cette formation et vous allez vraiment consolider vos connaissances en comptabilité. Allez-y, je suis à votre disposition si vous en avez des questions. Autre chose, cette formation, elle est enregistrée. Donc, à la fin de la séance, c'est-à-dire une heure après la séance, en général, je vous envoie l'enregistrement ainsi que la documentation qui était présentée. Donc, toute documentation qu'on la présente au niveau de la formation, vous aurez une copie avec le lien de la séance, donc sur ma chaîne YouTube, donc avec donc un accès restreint. Donc, ce sont les personnes qui sont inscrites qui peuvent y accéder. Et ça, c'est à la fin de chaque séance de notre formation. Très bien. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va commencer directement donc avec la première norme. Comme ça, on Moi, j'en gagne. ai eu. Oui, bien sûr. Bonsoir, monsieur. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup. OK. Dans le cadre de cette formation, est-ce que c'est prévu également que nous fassions les normes IFRS où tous les cours seront dispensés sur base des normes comptables tunisiennes? D'accord. Donc, en fait, les cours, ils sont basés sur les normes comptables tunisiennes. Comme je vous ai dit, les normes tunisiennes sont des normes inspirées des normes IFRS. Je ne peux pas vous dire que les normes tunisiennes sont 100% IFRS. On n'est pas encore là. D'accord? Mais en fait, ce sont des normes qui sont inspirées, qui sont très proches. Donc, tout ce qui est notion, des notions sont les mêmes. Donc, les définitions utilisées, ce sont les définitions des normes internationales, mais ce n'est pas à 100% les normes internationales parce que, et comme tous les pays d'Afrique, donc on n'est pas actuellement capable vraiment de mettre en place les normes FRS, même en Tunisie. Donc, on a reporté à plusieurs reprises donc l'application des normes internationales, même pour les institutions financières, c'est-à-dire les banques et les assurances. Ça a été prévu depuis quelques années qu'on commence avec les banques et les assurances, mais ça a été reporté et donc ça a été limité juste pour les institutions
Et il est resté en fait même facultatif pour les sociétés, surtout cotées en bourse, ou bien les sociétés qui font en fait qui ont qui font appel à des emprunts à l'étranger. Et donc, ils sont obligés de présenter leurs états financiers en IFRS. Mais on a une autre formation donc, qui est dédiée aux normes IFRS, mais c'est une très longue formation parce que vous savez vraiment, donc les normes IFRS sont des normes qui sont très compliquées. Moi, personnellement, je les forme, mais vraiment, c'est pas des normes faciles. Et même, comme je vous ai dit, ça doit nécessiter vraiment du temps de préparation et d'adaptation pour qu'à la fin, on puisse mettre en place ces normes-là. Et donc, ce qui a été adapté donc, par la Tunisie. Donc, on a des normes qui sont proches des normes IFRS, des normes simplifiées, d'accord, mais sont inspirées des normes IFRS. Ils ne sont pas en fait contradictoires donc, au principe de ces normes internationales, mais ils ne sont pas au même niveau de détail que les normes IFRS. D'accord? Mais moi, en fait, chaque fois où on voit, par exemple, une des choses, par exemple, une partie d'une norme, je fais référence par rapport aux normes IFRS, mais certainement sans trop détailler. Parce que, donc, ce sont deux formations qui sont, par exemple, là, les normes comptables qu'on va utiliser, qu'on va étudier, c'est prévu sur 30 heures de formation, alors que les normes internationales, c'est prévu à peu près 150 heures de formation. D'accord? Donc, vous voyez, en fait, c'est pratiquement 5 fois plus, parce que vraiment, c'est énormément de détails et qu'on a besoin de faire le maximum d'applications pour arriver à maîtriser ces normes. D'accord? Mais on fera toujours D'accord. référence donc aux normes internationales. Mais là, moi, personnellement, je vous conseille par la personne en fait qui veut maîtriser les normes FRS. C'est bien de passer par un niveau intermédiaire, c'est-à-dire de passer des normes qui sont totalement loin des normes FRS, de passer par une norme inspirées de normes FRS, ce sont des normes simplifiées. Et d'ailleurs, les normes donc, OHADA, en fait, c'est pratiquement sont comme les normes tunisiennes. Donc, ce sont des normes qui sont inspirées, mais qui passent en fait, et qui ont utilisé c'est-à-dire un passage en étapes, donc pour arriver vraiment au niveau des normes FRS. Moi, je vous encourage certainement donc de se préparer donc aux normes FRS. Cette formation, ça sera une formation d'initiation aux normes FRS. Au moins, vous allez vous adapter à des notions donc, qui sont utilisées par les normes FRS. Mais à un deuxième niveau, vraiment, je vous conseille de vous préparer parce que certainement, ces normes FRS, ils seront d'ici 2 années, 3 ans, ils seront appliqués pratiquement par toutes les législations internationales. Et donc là, vous devez certainement vous préparer donc à ce passage. Il ne faut pas attendre que les normes soient appliquées pour penser en ce moment-là à se former. Donc, et d'ailleurs, c'est une formation assez lourde. C'est pourquoi, comme je vous ai dit, en fait, il faut vraiment se préparer, en avoir assez de temps pour se préparer à ces normes internationales. D'accord? D'accord. Est-ce que c'est possible que nous ayons plus d'informations sur cette formation, contenu et ainsi que le coût? J'entends, en fait, je vous entends à peine, si vous permettez. Oui, maintenant je vous entends mieux, je pense. Vous me saisissez? Ah, excellent, maintenant c'est bon. Oui, Ah, d'accord, ok. Est-ce que c'est possible que nous ayons plus de précisions sur la formation, donc le programme ainsi que son coût, quoi? d'accord. Donc, le programme de la formation, ce sera, comme je vous ai dit, il sera réparti. Donc, on a chaque module. On va travailler par module, c'est-à-dire module, comme par exemple immobilisation. D'accord? Immobilisation corporelle, ça s'appelle. Donc, c'est un module. Donc, on va décortiquer, on va voir donc la norme comptable relative à ce module-là. Par la suite, on va voir tout ce qui est technique comptable, c'est-à-dire les écritures possibles
donc rencontrer, par exemple, pour l'immobilisation, on va trouver l'opération d'acquisition, l'opération de vente, l'opération de production en interne, les amortissements, calcul des dotations et ainsi de suite. Et on va trouver aussi donc, tout ce qui est travaux extra-comptables que peut être réalisé par le comptable pour faciliter son travail et s'assurer que son travail a été réglé, réalisé dans les règles de l'art. D'accord? Donc ça, c'est le programme. Donc on va parcourir tous les éléments, les composants de l'actif, du passif et des comptes de résultats, charges et produits. D'accord? D'accord, d'accord. Merci. Excellent. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Très bien. On va passer donc à la norme, à la première norme qu'on va utiliser, qu'on va étudier, la norme sur les immobilisations corporelles. Donc, et comme je vous ai expliqué, je vous ai dit, maîtriser la norme, ça devient indispensable pour comprendre la comptabilité. Parce que tout ce qui est détail, on va le trouver au niveau de la norme. On ne peut pas évaluer une immobilisation ou bien du stock si on n'a pas une maîtrise de la norme. Parce que au niveau de la norme, on va trouver l'évaluation. On ne peut pas comptabiliser donc une immobilisation, par exemple, si on ne connaît pas quelle est la norme qui s'applique à l'immobilisation. D'accord? Ou bien les critères de reconnaissance. Donc, il y a des étapes. Donc, l'étape pure d'un comptable, d'une écriture comptable, en fait, ça, c'est une étape qui a été dépassée. Donc là, on est devant un comptable qui maîtrise les normes, un comptable, en fait, qui maîtrise donc la norme de chaque module comptable. Donc, il maîtrise la norme, il maîtrise le champ d'application, il maîtrise les critères de reconnaissance, il maîtrise l'évaluation, il maîtrise par la suite la comptabilisation de l'élément. D'accord? Donc, on va commencer par une introduction aux immobilisations corporelles. On va voir le champ d'application de la norme immobilisation corporelle. On va voir les critères de reconnaissance des immobilisations, c'est-à-dire pour reconnaître tel élément qu'il s'agit d'une immobilisation, quelles sont les conditions qu'on doit vérifier. Par la suite, on va voir l'évaluation initiale ou les mesures de coût de l'immobilisation, c'est-à-dire quels sont les éléments, quels sont les coûts à introduire dans le coût d'une immobilisation et quels sont les coûts qui sont exclus. On va voir la comptabilisation des coûts ultérieurs sur les immobilisations corporelles, c'est-à-dire nous avons une immobilisation et par la suite il y a eu des dépenses d'amélioration, par exemple, à cette immobilisation. Nous avons une machine que nous avons, par exemple, par la suite nous avons dépensé de l'argent pour que ce soit pour l'entretien ou bien pour l'amélioration de cette machine. Donc chaque opération, elle a des conséquences. S'il s'agit de simples entretiens, des entretiens de routine, là, on va le passer en charge. Par contre, si cette amélioration, elle va satisfaire certaines conditions, à ce moment-là, la norme, elle vous oblige à immobiliser, à capitaliser, on dit immobiliser, ces dépenses ultérieures réalisées. On va voir les amortissements des immobilisations corporelles. Quel est le taux d'amortissement qu'il faut utiliser? Quel est le principe de l'amortissement? Donc, c'est pas en fait là, au niveau de la norme, on va s'éloigner un peu de contraintes fiscales, c'est-à-dire les taux qui étaient fixés par l'administration fiscale comme étant le plafond de déduction, mais comptablement, en fait, on doit s'éloigner de ça et on va voir comment, donc, quel est le taux à appliquer. D'accord? Le taux à appliquer, on va parler de notion de consommation des avantages économiques futurs. On va voir aussi la dépréciation des immobilisations. Là, on parle de provision pour dépréciation. Donc, et là, on va voir qu'est-ce qu'on doit faire donc, à la fin de chaque année, quels sont donc les critères de dépréciation. Ici, il y en a vraiment une dépréciation. Qu'est-ce qu'il faut passer en écriture? On va voir aussi la réévaluation des immobilisations, et ça, c'est quelque chose vraiment, c'est très important qu'ils étaient vraiment donc aussi apportés par les normes internationales, la réévaluation des immobilisations corporelles. Donc, vous savez très bien que la comptabilité traditionnelle, il était très rattaché au principe qu'on appelle le coût historique. C'est-à-dire une immobilisation,
elle va rester au même coût, même une dizaine d'années après son acquisition. Pourquoi? En rattachement, donc, pour en fait un excès en fait de principe de prudence et un respect de principe de coût historique, cette immobilisation, elle va rester avec le même coût, même si elle vaut actuellement sur le marché deux ou bien trois ou bien cinq fois sa valeur au niveau de la comptabilité. Et là, l'apport en fait aussi de la norme internationale qui permet cette réévaluation. C'est-à-dire réévaluation, on va mettre à jour le prix ou bien le coût ou bien la valeur de cette immobilisation dans notre bilan, donc pour qu'il reflète vraiment ce qu'il vaut sur le marché. On va voir aussi l'échange d'immobilisation corporelle. Aussi, ça, c'est un élément qui est aussi traité par les normes internationales. On va voir l'échange. Il y en a en fait un peu de détails au niveau de l'échange. Il y en a deux types d'échanges qu'on va aller voir. Un échange qui, là où il y en a la possibilité de constater résultat de l'échange, c'est-à-dire profit sur cette opération d'échange ou bien perte suite à cette opération d'échange. Il en a notre famille d'échanges qui, en fait, là, on ne doit pas constater ni perte ni bénéfice d'échange. À la fin, on va voir la décomptabilisation des immobilisations corporelles. Et ça, en fait, une notion, donc nouveau notion, parce que en général, donc, on parlait de cession, c'est-à-dire la sortie d'une immobilisation, elle est suite en général à une opération de scission. Mais aujourd'hui, on parle de décomptabilisation. La décomptabilisation, c'est-à-dire la sortie d'une immobilisation de notre actif n'est pas conditionné juste par donc, une opération de scission, mais plutôt, donc, par exemple, une incapacité ou bien une immobilisation qui ne valide plus les critères de reconnaissance. Par exemple, une immobilisation qui n'est plus capable de générer des avantages économiques futurs, même si elle existe encore, mais on doit la décomptabiliser des immobilisations corporelles et la classer ailleurs. Donc, pour vraiment laisser au niveau des immobilisations corporelles que les éléments qui sont productifs, capables de générer des avantages économiques futurs. Et là, vous voyez en fait l'importance de ces notions-là. Donc, dans quel objectif? Dans un objectif de refléter une réalité économique donc aux investisseurs, donc qu'il aille vraiment, quand ils voient le compte d'immobilisation, elle a une certitude que ce compte-là, donc ce sont du matériel ou bien des immobilisations qui sont productifs et qui sont capables de générer des avantages économiques futurs et qui sont en fait qui font l'objet, c'est-à-dire qui sont utilisés par donc l'entreprise dans son exploitation. D'accord? Et la dernière partie, comme on a dit, de la norme, ça sera une partie dédiée aux informations à divulguer. Et comme je vous ai dit, ça, c'est le minimum d'informations donc à divulguer. Et là, la norme, elle vous a donné aussi la possibilité d'ajouter toute information que vous voyez importante et significative. Donc, la norme, comme on l'a vu tout à l'heure, donc elle est divisée sur cinq parties: champ d'application, critères de reconnaissance, évaluation, comptabilisation, information à fournir. Champ d'application, elle va nous préciser quels sont donc les champs d'application et quels sont les éléments qui sont exclus. En général, une norme, vous allez trouver, et il va vous parler de Voilà. telle et telle chose qui sont. Oui, Le partage de l'écran, je pense que ça ne marche pas. vous n'avez pas de partage écran. Oh là là, Oui, je suis vraiment désolé. J'ai oublié de partager. Voilà. Je suis vraiment désolé. Très bien. C'est bon maintenant? oui, c'est bon, oui. Excellent. Merci. Donc, le champ d'application, comme je vous ai dit, toute norme, il va parler de champ d'application de cette norme. Et il va vous parler des éléments qui sont exclus. En général, pourquoi des éléments qui sont exclus? En général, des éléments qui sont exclus, ce sont des éléments qui sont un peu spécifiques et qui sont en général traités par une autre norme spécifique. D'accord? Exemple. Pour les immobilisations corporelles, on va trouver que c'est exclu tout ce qui est immobilisation relative donc aux mines et pétrole et ainsi de suite. Donc là, pourquoi? Parce qu'il y en a une autre norme sectorielle qui est spécifique à ce type d'immobilisation. D'accord?
Donc, en général, si je trouve une exclusion, c'est parce qu'il y en a une autre norme spécifique, sectorielle, dédiée donc à cette famille, c'est-à-dire de biens. Reconnaissance, comme on a dit, quelles sont les conditions pour reconnaître que tel élément est une immobilisation corporelle. L'évaluation, on va voir quels sont les coûts qui entrent dans la composition c'est-à-dire de la valeur de l'immobilisation et quels sont les coûts qui devraient être exclus du coût de l'immobilisation. Comptabilisation, c'est les écritures comptables et informations à fournir. On va passer en fait, on va faire une petite introduction de la norme, c'est-à-dire on va passer comme ça d'une façon sommaire et par la suite, chaque partie, on va la détailler. D'accord? On va faire juste une introduction sommaire, c'est-à-dire on va parcourir d'une façon sommaire toutes les parties, c'est-à-dire toutes ces parties-là, on va le passer d'une façon sommaire et par la suite, on va revenir partie par partie. D'accord? Donc, on va commencer par la définition. C'est quoi une immobilisation corporelle? Donc, la définition utilisée, l'immobilisation corporelle, ce sont des actifs physiques de longue durée utilisés dans l'exploitation de l'entreprise et capables de générer des avantages économiques futurs. Donc, tout d'abord, il faut que ce soit un actif physique. Quand on parle d'un actif physique, qu'est-ce qu'on a exclu? Donc, on a exclu quoi? On a exclu tout d'abord tout ce qui est non physique, c'est-à-dire tout ce qui est immatériel. Donc, tout ce qui est immatériel, donc ça entre pas dans cette norme. Donc là, ça va entrer, par exemple, au niveau de la norme qui traite les immobilisations incorporelles. Donc ça, c'est l'actif physique. Par la suite, il nous dit de longue durée. Donc, il ne doit pas être d'une courte durée, il ne doit pas être de 12 mois, donc de longue durée. Donc, si on dit de longue durée, donc ça doit être plusieurs années. Aussi, par la suite, utilisé dans l'exploitation de l'entreprise. Donc, et là, c'est très important. Donc, ça doit être dans l'exploitation de l'entreprise et non pas en hors-exploitation. Et le dernier élément, capable de générer des bénéfices futurs, bien de générer des avantages économiques futurs. Donc, et là, et on va les voir parmi les critères de reconnaissance. Pour qu'une immobilisation soit constatée en l'actif de l'entreprise, elle doit être capable de générer des bénéfices futurs ou bien des avantages économiques futurs. C'est-à-dire, par exemple, si c'est une machine qui doit être opérationnelle. Et donc, une machine qui n'est pas opérationnelle, maintenant, on ne va plus la présenter au niveau des immobilisations corporelles. Donc, une immobilisation corporelle, elle doit être une machine qui est capable de générer. C'est une machine opérationnelle. Donc, une machine qui est délaissée, qui n'est plus exploitée par l'entreprise, elle ne doit pas être au niveau des immobilisations. Importance, elle représente un investissement significatif. Là, je parle des immobilisations corporelles au niveau de bilan des entreprises. Donc, même celle-là, en fait, c'est une entreprise de service. Donc, ce n'est pas même une entreprise industrielle. Donc, vous voyez, au niveau de total des actifs immobilisés, et même là, en fait, net d'amortissement, elle est pour 3 millions dans un total d'actifs de 7 millions. C'est-à-dire, les immobilisations représentent pratiquement 50% du total d'actifs. Donc, c'est une partie très importante du bilan. Donc, c'est pourquoi, en fait, on doit lui accorder beaucoup d'importance au niveau comptable. Reconnaissance. Et comme je vous dis, là, on est en train de faire une petite introduction et par la suite, on va revenir à chaque élément, on va le détailler. Reconnaissance. Un élément doit être reconnu comme immobilisation corporelle si seulement s'il est probable. Donc là, on va parler de conditions de reconnaissance. Donc un élément, pour qu'il soit classé en immobilisation, qu'est-ce qu'il doit vérifier comme condition? Deux conditions sont nécessaires. Tout d'abord, il est probable qu'il génère des avantages économiques futurs. Donc, s'il est capable de générer des avantages économiques futurs. Là, par exemple, je dis une machine qui est exploitable, qui est fonctionnelle, et donc elle sera capable de générer des avantages économiques futurs. Et deuxième condition, qui est une condition cumulative, donc les deux conditions devraient être vérifiées, que le coût peut être évalué d'une manière fiable. Donc le coût de cette immobilisation, il doit être évalué d'une manière fiable. Donc si une des conditions n'est pas validée,
on ne peut pas reconnaître l'élément parmi les immobilisations. On va revenir avec beaucoup de détails sur ça. L'évaluation initiale, ce sont des notions qu'on va lui trouver donc, au niveau de la norme. Évaluation initiale, c'est-à-dire à l'entrée. Donc, comment on va entrer cette immobilisation dans notre actif? Pour quelle valeur cette immobilisation, elle va se présenter au niveau de notre comptabilité? L'évaluation initiale doit inclure les coûts d'achat, les coûts directs liés à la mise en état de fonctionnement de l'actif, ainsi que les estimations initiale de coûts de démantèlement et de remise en état. Donc là, vous voyez, donc au niveau de la norme, et ça, c'est inspiré de la norme internationale. Donc, il n'y a plus une liste exhaustive des coûts qui peuvent être, des charges qui devraient être incluses dans le coût de l'immobilisation. Là, on est en train de donner des définitions les définitions. Le champ il est très large. Et là, chaque charge qui est vérifiée, qui peut être, qui fait partie d'une de ces familles-là, on peut l'inclure. C'est-à-dire le coût d'achat. Quand on parle de coût d'achat, on n'a pas dit le prix d'achat, on a parlé de coût d'achat. Le coût d'achat, donc certainement, ça doit inclure le prix de la facture de fournisseur, les frais de transport de cette machine, l'assurance de cette machine, les droits de douane de cette machine, toute taxe non récupérable, ça c'est le coût. Et par la suite, les coûts directs liés à la mise en état de fonctionnement de la machine. C'est-à-dire, donc là, j'ai importé une machine, donc le coût d'achat, ça inclut depuis le fournisseur jusqu'à mon usine. Tout ça, ça entre dans le coût d'achat. Par la suite, la deuxième partie, deuxième élément constitutif de coût d'immobilisation, c'est les coûts directement liés à la mise en état de fonctionnement de l'actif. C'est-à-dire, donc là, la machine, elle est dans mon locaux. Mais pour que cette machine, elle soit fonctionnelle, je dois la mettre dans une chaîne de production et donc je dois lui apporter donc un technicien qui va l'installer, je dois lui fournir une alimentation électrique et par la suite, je dois lui apporter un ingénieur pour l'équilibrer. Tout ça, en fait, on parle de coûts qui sont directement liés à l'état de fonctionnement. Et donc, toutes les charges qui vont être supportées pour mettre en état de fonctionnement cette machine jusqu'à ce que cette machine soit opérationnelle est capable de générer la production qui a été prévue au départ, c'est-à-dire, quand j'ai acheté cette machine, le constructeur dans son catalogue, il m'a dit que cette machine, elle sera capable de produire 50 unités à l'heure. D'accord? Et donc là, je vais demander l'assistance d'un ingénieur, d'une société d'ingénierie, et ils vont installer la machine, et par la suite, ils vont la mettre en place, ils vont l'équilibrer, donc jusqu'à ce que cette machine elle soit capable de produire ces 50 unités par heure. D'accord? Tout ça, ça entre dans les coûts directs liés à la mise en état de fonctionnement de l'actif. D'accord? Et par la suite, au niveau de la norme, elle m'a dit aussi, vous ne devez pas s'arrêter ici, mais plutôt vous devez estimer les coûts de démantèlement ou de remise en état. C'est-à-dire, donc là, je vais louer donc une usine donc pour installer mes machines. Et lorsque j'ai installé mes machines, je devrais, par exemple, je dois, par exemple, poser une dalle donc pour mettre ces machines-là. D'accord? Et là, ces machines-là, au bout de 5 ans, par exemple, je dois quitter, par exemple, cette usine-là. Et dans le contrat de location, donc le propriétaire, il m'impose de remettre l'usine, c'est-à-dire dans l'état initial, c'est-à-dire sans cette dalle que j'ai conçue pour mes machines. Et aussi, je dois supporter des frais de démantèlement. Donc, comme l'installation de ces machines en chaîne, c'est-à-dire lorsque je dois me délocaliser, je dois demander assistance d'une société qui va faire le démantèlement de ces machines-là. Et donc, il y aura de coûts à supporter. Donc, la norme tunisienne, comme la norme internationale,
elle vous demande d'estimer ces coûts-là. Donc, ces coûts qui sont pas encore supportés par l'entreprise, mais ce sont des coûts nécessaires, donc qui sont nécessaires, qui vont être supportés donc à la fin de période pour que en fait c'est pas l'année de démantèlement qui va supporter ces charges de démantèlement qui peuvent être significatives et donc le résultat de l'exercice qui va supporter tout ça. Donc là, la norme, elle vous oblige, elle vous dit ces frais de démantèlement, vous devez les estimer. Vous devez les estimer parce que, en fait, je ne sais pas exactement, je ne peux pas vraiment dire je ne peux pas en avoir une certitude que le démantèlement, il va me coûter 20 000, comme il peut me coûter 21, comme il peut me coûter que 17 ou bien 18. Donc, je dois estimer. D'accord? C'est une estimation des coûts de démantèlement. Donc, même l'estimation de coûts de démantèlement, elle va faire partie du coût c'est-à-dire du coût de cette immobilisation corporelle. Donc, pratiquement, nous avons trois éléments qui vont entrer dans le coût. Le coût d'achat, jusqu'à ce que la machine elle soit dans mon usine. Par la suite, les coûts directs à la mise en état de fonctionnement, c'est-à-dire dans l'usine, après avoir reçu cette machine, jusqu'à ce que la machine elle soit capable de produire au rythme qui a été prévu par le constructeur. Et je dois aussi inclure les frais, une estimation des frais de démantèlement ou de remise en état de l'usine. Tous c'est-à-dire ces trois familles de coûts, ils constituent la valeur initiale de l'immobilisation. D'accord? Donc, il n'y a plus que le coût. Donc, dans la comptabilité, en général, auparavant, on parle coût d'achat. Et vous voyez là, on a ajouté les coûts directement liés à la mise en place, et par la suite, on a ajouté aussi une estimation des coûts de démantèlement. On va revenir sur ces notions-là, là, juste donc une petite introduction. On parlera aussi des coûts ultérieurs, c'est-à-dire le coût ultérieur. Donc, nous avons une machine que nous avons achetée, ça fait 2 ans. Là, nous avons besoin par exemple, d'améliorer cette machine. Donc, c'est-à-dire, durant la vie de cette machine, on aura besoin des fois à faire des maintenances de maintenance standard, par exemple, c'est-à-dire par exemple, pour un matériel de transport, on va faire de vidange, on va remplacer des pneus, on va remplacer les chaînes de distribution et ainsi de suite. Ce sont des dépenses de routine. Ce sont des dépenses, c'est-à-dire, on va dire, d'entretien. D'accord? Comme on pourra aussi, donc des fois, donc amener à de faire des dépenses qui vont plutôt améliorer la production de cette machine, ou bien ils vont améliorer la qualité produite, ou bien ils vont allonger la durée de vie de la machine. La machine, au lieu qu'elle va rester avec nous 5 ans, elle va, avec l'amélioration qu'on a fait, elle va durer 7 ans. Aussi, avec l'opération d'amélioration, la machine qui produisait 100 unités à l'heure, maintenant elle va produire 120 unités à l'heure. Ou bien, à travers l'amélioration que nous avons fait, le taux de déchets qui était de 5%, il va passer à 1%. D'accord? Donc tout ça, on parle d'avantages économiques, on parle d'amélioration des avantages économiques futurs au-delà du niveau initial. Au-delà du niveau initial. Si on dépense de l'argent juste pour que la machine garde son niveau de production initial, ça, on va les appeler des frais de maintenance. Et donc, on va les passer en charge. Par contre, on va voir avec la norme, on va voir beaucoup de détails. Si les travaux ultérieurs, ils vont augmenter les avantages économiques futurs, c'est-à-dire ils vont soit allonger la durée de vie, soit augmenter la production, soit améliorer la qualité, soit baisser le taux de déchets. En ce moment-là, la norme, elle nous dit que ces coûts-là, vous devez plutôt les immobiliser, c'est-à-dire vous augmentez la valeur de l'immobilisation avec ces coûts-là. D'accord?
D'accord. La question donc, qui se pose, donc Ecomi me pose la question, donc il me dit que les frais d'estimation de coût des démantèlements. Je souhaiterais savoir, est-ce qu'il y a des méthodes précises pour permettre d'estimer le coût le coût de ces montants-là? Donc, vous voyez, la norme, elle a parlé d'estimation. Et d'ailleurs, comptablement, quand on va voir au niveau de comptable, comment ça va se passer? Ça va se passer à travers une provision, parce que c'est une estimation. Et donc, si c'est une provision, elle doit être révisée au moins une fois par année. Donc, chaque année, on va réviser cette estimation. Donc, c'est une estimation. Donc, on va demander, par exemple, on a déjà fait cette opération de démantèlement de une certaine machine, ou bien on peut demander aussi d'un avis d'un expert si vraiment le montant est très important. D'accord? Mais au début, ce sera une estimation et vu que c'est une estimation, vu que c'est une provision, on doit la réviser chaque année, que ce soit à la hausse comme à la baisse. D'accord? Et certainement, plus on s'approche de la date de démantèlement, on aura une information plus précise. Parce qu'aujourd'hui, je peux demander donc à une société qui fait ces démantèlements, et je demande combien ça doit me coûter le démantèlement de cette machine si je le fais aujourd'hui. D'accord? Et par la suite, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc extrapoler donc, ces chiffres-là dans 5 ans ou bien dans 7 ans. Et chaque année, on doit réviser ces montants parce qu'on est en train de se rapprocher de la date et donc on aura notre précision, elle s'améliore. Donc, chaque fois qu'on se rapproche, donc on pourra demander une révision de cette valeur-là ou bien un devis donc de fournisseurs vu qu'on se rapproche de plus donc à cette date de démantèlement. Tout ça, comme je vous ai dit, on va le voir en détail. On est en train juste de se familiariser et de voir des notions introductives donc à la norme, mais tout ça va être détaillé par la norme. L'amortissement. Donc, l'amortissement, d'habitude, pour nous, en fait, c'est l'amortissement fiscal. Donc, on trouve que la majorité des entreprises, donc, pour ne pas s'embêter et ne pas, en fait, faire les travaux de décompte fiscal et de recalculer, en fait, l'amortissement, la meilleure des choses, en fait, l'entreprise, elle va directement opter pour les taux qui sont autorisés, c'est-à-dire le plafond qui est autorisé par l'administration fiscale. Mais là, la norme, elle a tranché et elle vous dit, vous devez appliquer le taux d'amortissement qui reflète le mieux la consommation des avantages économiques futurs. C'est-à-dire, vous avez deux usines, par exemple, avec les mêmes machines, mais donc, par exemple, la première société, elle est, par exemple, les deux, ils ont acheté la même machine. Cette machine est capable de produire dans sa durée de vie, donc cette durée de vie de fonctionnement, elle est capable de produire, par exemple, 100 000 unités durant sa durée de vie. La première société, elle a produit la première année 50 000 unités. La deuxième société, elle a produit que 20 000 unités. Donc là, la première société, vu qu'elle a produit 50 000 et que la machine, elle est capable de produire dans sa durée de vie 100 000, donc comme si elle a consommé la première année 50% de durée de vie de la machine. Et donc, la première année, elle doit amortir au taux de 50%. D'accord? Pourquoi? Parce que comme si on a consommé 50% de durée de vie de la machine. Donc, c'est ça la norme, elle nous dit, elle nous donne un repère, elle nous dit, l'amortissement, il doit refléter le rythme de consommation des avantages économiques futurs. Par contre, la deuxième société, elle a produit 20 000 unités sur un total de 100 000. Et donc, elle a consommé le 1/5 de capacité de production de cette machine. Et donc, elle va amortir sur la base de 1/5, c'est-à-dire 20%. Le taux d'amortissement pour la deuxième société, c'est 20%. Alors que c'est la même machine. Donc là, alors que si on va se baser sur le taux fiscal, on va trouver, par exemple, les deux devraient appliquer 20%. Mais là, comptablement, on doit vraiment s'éloigner de ces contraintes fiscales. Il ne faut pas que les contraintes fiscales priment sur les notions comptables. Là, nous avons une norme comptable qui nous demande d'appliquer le taux qui reflète le mieux
la consommation des avantages économiques futurs. Et donc, chaque société, elle peut calculer un amortissement différent des autres sociétés. Il faut que ça doit être certainement argumenté. On va parler aussi dans cette norme de la dépréciation. Donc la dépréciation, c'est la provision, c'est la perte de valeur, c'est-à-dire une valeur de marché, c'est-à-dire qui est inférieure à la valeur nette comptable. Comme vous le savez, donc toute immobilisation doit être amortie et donc on parle de valeur nette comptable, c'est-à-dire la valeur brute moins les amortissements. Donc là, le comptable, il doit veiller à ce que vérifier toujours que le prix de marché, la juste valeur. Là, en fait, la norme parle de juste valeur et la norme internationale aussi parle de la juste valeur. Cette juste valeur ne doit pas être inférieure à la valeur nette comptable. D'accord? Ici, dans le cas où cette valeur comptable, valeur nette comptable, soit supérieure à la juste valeur, en ce moment-là, la norme, elle nous demande de constater une perte de valeur sous forme de provision. Là, les provisions, on doit distinguer entre deux situations. Si l'on a une perte de valeur, d'accord? On a une perte de valeur. Là, on doit poser la question. Est-ce que cette perte de valeur, elle est définitive? Est-ce qu'elle est irréversible? Ou bien, plutôt, c'est une perte de valeur provisoire. Donc, si cette perte de valeur, elle est irréversible, en ce moment-là, on va directement baisser la valeur de l'immobilisation. C'est-à-dire, on va créditer ce compte immobilisation, vu que c'est une perte de valeur irréversible. On ne compte jamais reprendre de valeur. Par contre, si cette perte de valeur, elle est réversible, c'est-à-dire que c'est fort possible que l'année prochaine, l'immobilisation, elle reprend de valeur et que la juste valeur dépasse cette valeur comptable nette. Et donc, en ce moment-là, on dit que c'est une perte de valeur provisoire et donc, on va la passer à travers un compte de provision. D'accord? On va détailler tout ça. Au niveau de la norme aussi, on va parler de décomptabilisation. La décomptabilisation, c'est la sortie de l'immobilisation. La sortie, ce n'est pas nécessairement une sortie pour vente. C'est pas automatiquement une sortie suite à une vente de la machine. Donc là, la sortie, elle peut être aussi due à ce que l'immobilisation, c'est-à-dire ne satisfait pas les critères de reconnaissance. Les critères de reconnaissance qu'on a parlé tout à l'heure, la capacité de générer des avantages économiques futurs et la mesure fiable de coût. Si par exemple une machine n'est plus productive, donc en ce moment-là, c'est-à-dire n'est plus utilisée dans le rythme de production. Exemple, j'ai une machine d'injection de plastique qui n'est pas totalement amortie, qui a une valeur nette comptable positive, mais malheureusement, il y a eu un changement technologique et que l'entreprise elle a été obligée d'investir à nouveau et acheter une nouvelle machine et d'utiliser cette nouvelle machine, alors que l'ancienne machine qui n'est pas totalement amortie, elle n'est plus utilisée. Pourquoi elle n'est plus utilisée? Parce que en fait, elle ne suit pas en fait l'évolution technologique et l'entreprise, elle ne peut plus l'utiliser et elle a changé, elle a utilisé une nouvelle machine. Et donc là, cette immobilisation, malgré qu'elle a une valeur nette comptable positive, elle ne doit plus figurer parmi les immobilisations corporelles. Pourquoi? Parce qu'il y en a un critère de reconnaissance qui n'est plus validé, qui n'est plus vérifié. On a vu que les deux critères, ce sont des critères cumulatifs. Capacité de générer des avantages économiques futurs et mesure fiable de coût. Et donc, vous voyez, vu que cette machine, elle n'est plus utilisée et donc elle ne va plus générer des avantages économiques futurs, là, on parle de décomptabilisation et on va voir comment décomptabiliser donc cette immobilisation. Dernière partie au niveau de la norme, ça sera la divulgation, c'est-à-dire les notes aux états financiers. Quelles sont les informations que l'entreprise doit fournir donc au niveau pour les immobilisations? Et comme on a dit, c'est une liste en fait, c'est le minimum donc à fournir donc par le comptable de l'entreprise. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça c'est une liste que le comptable peut en fait
c'est une liste, mais conditionnée avec c'est-à-dire l'information doit être significative. Donc, si ce n'est pas significatif, donc on ne va pas la mettre. Aussi, si nous avons une information importante qu'on juge qu'il faut la mettre au niveau des notes de sa financier, on peut l'ajouter, même si elle n'est pas listée parmi donc, les éléments constitutifs des notes aux états financiers. Donc, on va s'arrêter là. La prochaine fois, on va commencer par la première partie, le champ d'application de la norme. Donc là, on a fait une petite introduction donc, de ces notions-là pour connaître c'est quoi donc la reconnaissance, c'est quoi l'évaluation initiale, c'est quoi le coût initial, c'est quoi les amortissements, les dépréciations, la décomptabilisation. Et maintenant, on va commencer à détailler chaque partie de cette norme. D'accord? Donc, on va s'arrêter là ce soir. Donc, la prochaine fois, on va commencer avec le champ d'application. Est-ce que vous avez des questions concernant cette partie introductive de la norme immobilisation corporelle? Et M. Tarek, Oui, moi, je vous remercie beaucoup pour cette phase introductive. merci beaucoup. Merci. Oui, parce que ça a été vraiment clair. Euh, Moi, je vais déjà faire une demande Oui, parce que j'ai suivi un peu vos formations sur YouTube là. d'accord, J'ai compris que lors des écritures comptables, vous utilisez toujours vos écritures et non celles de OADA. d'accord, Pour cette session, moi, je voudrais vous demander si, en son temps, à côté de vos écritures, vous pouvez aussi nous proposer des écritures typiques à passer dans notre norme d'accord, OADA, là. d'accord. Ça va nous aider beaucoup. Ok, très bien. D'accord. En fait, je suis en train de préparer comme une table de correspondance entre le plan comptable tunisien et les plans comptables utilisés par le système WADA. Donc, dès que je finalise donc, ce document, je vais vous le transmettre. Donc, comme ça, donc vous pouvez vraiment. Mais là, en fait, je vous dis une chose. Donc, concentrez-vous en fait sur le principe. Donc, le numéro de compte, en fait, c'est vraiment, il est secondaire. D'accord? Donc, le principe que vous devez maîtriser. Donc, le plus important, c'est ça. Donc, est-ce que c'est un compte de bilan? Est-ce que c'est un compte de charge qu'on va utiliser? Est-ce que c'est un compte de produit? Donc, et par la suite, le détail de compte, ça, c'est pas, ça doit pas, ça doit pas primer sur donc c'est-à-dire, le plus important, c'est de maîtriser donc ce classement-là. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, donc pour les prix francophones, en général, quand on parle de classe 2, ce sont des immobilisations. Quand on parle de classe 3, c'est le stock. De classe 4, que ce soit de clients, ou bien débiteurs, ou bien créditeurs. Classe 5, ce sont tout ce qui est trésorerie, donc tout ce qui est banque, tout ce qui est caisse. Classe 6, ce sont les charges, et 7, ce sont des produits. En général, on n'est pas loin c'est-à-dire de la racine des comptes, on est pratiquement, donc on parle de même racine. Et par la suite, c'est vrai, au niveau de deuxième chiffre, troisième chiffre, donc ça peut changer, mais je vous promets que je vais faire un effort pour faire ce tableau de correspondance entre le plan comptable tunisien et du système WADA, Inch'Allah. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Je vais peut-être anticiper. Oui, Alors, est-ce qu'il peut arriver oui. euh, qu'une entreprise pratique plusieurs modes d'amortissement? Plusieurs modes d'amortissement. D'accord. Oui, C'est-à-dire plusieurs modes d'amortissement par telle famille que la de... méthode, par- oui, ouais, telle que la méthode linéaire, unité de production. Oui. Et, Oui, bien sûr, en fait, on va le voir. Donc là, comme je vous ai dit, donc on doit se séparer vraiment des contraintes fiscales. Donc là, la norme, elle va vous donner une définition, elle va vous donner une règle. C'est ça l'avantage et la force, en fait, de ces normes qui sont inspirées des normes internationales. C'est, en fait, on pense de la même façon.
Donc, elle va vous donner une règle. Elle va vous dire, le taux d'amortissement que vous devez utiliser, il doit refléter le mieux la consommation des avantages économiques futurs. Comme je vous ai dit tout à l'heure, donc si vous avez une machine qui a une capacité de produire 100 000 unités et que vous avez cette année produit 50 000, et donc cette année, vous devez amortir à 50%. L'année prochaine, vous avez produit 30 000, donc vous devez appliquer un taux d'amortissement de 30%. L'année d'après, vous avez produit 10 000, et donc vous allez appliquer un taux de 10%. Donc vous essayez de trouver quel est donc le taux qui reflète le mieux la consommation des avantages économiques futurs, parce on peut le calculer, d'accord? Donc si nous avons une machine, certainement dans le catalogue de machines, elle a par exemple une production dans sa durée de vie, ou bien un nombre d'heures d'utilisation. Donc tous ces éléments-là, on va les utiliser pour déterminer le meilleur taux à appliquer. Donc le taux, il doit être vraiment justifié par donc, la consommation de ces avantages, des avantages économiques futurs. Donc, on doit vraiment se séparer de ces taux, de ce taux fiscal. Le taux fiscal, on peut en revenir à la fin, quand on va déterminer le résultat comptable. Pour déterminer le résultat fiscal, on va appliquer le taux fiscal et on va déterminer la différence qu'on va la réintégrer ou bien qu'on va la déduire, d'accord, pour déterminer le résultat fiscal. Mais on ne doit pas se trouver donc emprisonné, par exemple, par ces taux, ou bien prendre les choses les plus faciles, le chemin le plus facile, c'est d'utiliser ces taux d'amortissement fiscalement donc admis, c'est-à-dire en charge déductible. C'est-à-dire, D'accord, je veux vous dire une chose, en fait, la norme, elle vous donne des règles. Elle vous limite pas. Elle vous donne pas, elle vous dit telle chose, vous pouvez le faire, telle chose, non. Elle va vous donner une règle. Et là, vous ne devez pas sortir de la règle. Il faut juste respecter cette règle. Et donc, votre traitement, il est bon. Donc, d'accord, merci beaucoup. merci beaucoup. Donc, y a-t-il d'autres questions avant de terminer cette séance? Donc, vous aurez l'enregistrement tout à l'heure, donc l'enregistrement de cette séance à travers un lien vers ma chaîne YouTube. Ce sera donc un accès restreint. Et aussi, donc, la documentation que nous avons présentée ce soir. Donc, je vous remercie une autre fois donc, d'être présent à cette séance. Notre rendez-vous, ça sera donc le mardi prochain, toujours à la même heure. Donc, je vous souhaite vraiment bonne soirée et à très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Merci Au beaucoup. Au revoir. revoir.